Bonjour! Poursuivons notre entretien sur la contention des carnivores domestiques avec la contention du chien, première partie, où nous allons découvrir que l'on peut dire beaucoup de choses à un chien par sa laisse. Généralité. Il en est pour les chiens comme il en a été pour les chats. C'est à l'occasion de leur toilettage que les techniques de contention doivent être les plus réfléchies. Comme pour le chat, dans cette circonstance, l'animal ne devra pas seulement tolérer une certaine contrainte, il devra la tolérer longtemps, et dans des circonstances assez différentes. Tonte, coupe ou trimming, démêlage, bain, séchage, finition. C'est donc par la contention dans le cadre du toilettage que nous aborderons ce sujet. L'éducateur, l'éleveur, le pensionneur auront grand intérêt à étudier cette technique dans son ensemble. D'une part, elle peut les concerner plus ou moins directement, mais surtout, qui peut le plus, peut le moins. Toutes les contentions qui pourront les concerner sont comprises dans les contentions de toilettage. Contrôle par laisse et collier. La sensiblerie à la mode aujourd'hui conduit un grand nombre des propriétaires à préférer pour leurs compagnons le harnais au collier, et cela y compris pour les sujets de taille moyenne, voire grande. Certains vétérinaires abondent d'ailleurs dans ce sens, laissant courir le bruit que les colliers pourraient blesser les chiens. J'ai déjà évoqué ce qu'il faut en penser pour le cas des chats. J'y reviendrai plus loin pour les chiens. Si vous devez prendre la laisse d'un chien que vous ne connaissez pas et dont vous ne pouvez garantir le comportement à votre égard, il faut exiger du propriétaire de l'animal que ce dernier soit au minimum tenu par un collier. En effet, le harnais ne permet aucune possibilité sérieuse de dissuader une attaque ou même de la contrôler. Le chien agressif ou même seulement un peu agressif s'en rend parfaitement compte et il n'hésitera pas à tenter de tirer profit de sa situation de supériorité. C'est donc la plus mauvaise façon de commencer une relation avec un animal. Être respecté dès le premier contact est beaucoup plus facile que de gagner ce respect plus tard. Cela dit, étudions par le détail les différentes étapes qui permettent de prendre le contrôle, d'abord au sol, puis jusqu'à la table de toilettage. Placer un chien sur une table de toilettage gestuelle. Ce que je vais décrire à présent est une véritable gestuelle. Bien sûr, je ne dis pas qu'on ne peut pas mettre un chien sur une table sans respecter cette gestuelle. Mais je dis que cette gestuelle permet de mettre tous les chiens ou presque sur la table de toilettage et d'obtenir dès cette prise en main une soumission presque parfaite. Chacun des détails de cette gestuelle est fondamental. En omettre un seul, ce n'est pas seulement s'exposer à des difficultés plus ou moins graves, c'est à coup sûr compromettre la bonne intelligence avec le chien nécessaire à la pratique d'un toilettage juste. Il ne s'agit pas seulement de mettre le chien sur la table, il s'agit avant tout de créer un climat de confiance et de respect. Temps numéro 1, je prends le pouvoir. Pratiquement. Ayant pris le chien par sa laisse, et dans le cas du toilettage de préférence par une laisse de toilettage, j'exerce une traction sèche sur cette laisse. Si la traction est exercée à bon escient, le chien se place face à moi, prenant une attitude d'attente et d'interrogation. Il se discipline, il s'immobilise. Je peux commencer à travailler. Pourquoi ? Vous savez déjà l'effet produit sur un chien ou sur un chat d'un maintien par le dessus de la région cervicale. Petite difficulté, il n'est pas évident de prendre tous les chiens par la peau de la nuque. Pour certains, ce sera une question de poids. Pour d'autres, question d'adresse. Il est difficile d'atteindre la nuque sans croiser auparavant les crocs d'un mordeur un peu efficace. Pour tous, question d'image, surtout si vous toilettez en public, ce que je vous conseille. Il est très difficile, impossible, de faire comprendre au public que prendre un chien par le dos est une marque d'affection. Coup de chance, l'expérience nous apprend que cette gestuelle est rarement nécessaire et qu'une traction sèche sur la laisse, avec collier, produit exactement le même résultat. Le chien ne semble pas faire de différence entre le fait d'être tenu par la peau du dos ou par laisse et collier. Un chien peut d'ailleurs se soulever de cette façon. C'est un geste particulièrement efficace et totalement sans risque pour lui. Bien sûr, les âmes sensibles ne vont pas me croire tout à leur anthropomorphisme. Il est vrai qu'un homme pendu par le cou garde une espérance de vie assez brève, mais ce n'est pas du tout le cas du chien. Voyons pourquoi.
Petite remarque préalable à cette démonstration. Comparez quelques instants le diamètre de votre cou et celui de votre cuisse. Maintenant, procédez à la même comparaison pour votre chien. Le diamètre du cou du chien, c'est au moins 4 fois celui de sa cuisse. Imaginez maintenant la tête que vous auriez si celle-ci se trouvait portée par un cou épais comme 4 fois votre cuisse. C'est que nous, les humains, nous n'avons pas normalement besoin d'une masse musculaire particulièrement imposante à cet endroit. Notre cou repose sur l'axis de notre nuque, en équilibre, et la masse musculaire n'a d'autre utilité que de maintenir cet équilibre. La tête du chien repose au contraire dans le vide, et si elle ne tombe pas, c'est qu'une importante masse musculaire est en mesure de la retenir. Penchez-vous en avant quelques instants. Vous allez très tôt éprouver un réel sentiment de fatigue au niveau du cou. Or, c'est dans une telle position que le chien passe toute son existence. On comprend mieux pourquoi le risque d'étouffement pour un chien soutenu par sa laisse ne sont à envisager qu'après un délai suffisamment long pour nous laisser tout le temps nécessaire à notre indispensable travail de prise en main. Il est difficile de décrire la nature de la traction sèche que nous exerçons pour dire au chien « Attention, c'est moi qui parle désormais ». Mais il est essentiel que vous compreniez qu'il n'est pas question de force. Ce qui compte, c'est la vivacité et donc aussi la brièveté du mouvement. Parfois, avec certains sujets un peu inattentifs, il faudra répéter cette traction, alors qu'il faudra éviter de le faire avec des sujets plus sensibles. C'est affaire de finesse, de tact et bien sûr d'expérience. Temps numéro 2, descendre sur les genoux. Pratiquement. Tout en gardant la laisse de toilettage tendue suffisamment pour garantir mon contrôle, et donc en la raccourcissant au fur et à mesure si nécessaire, je descends ma main libre le long de la laisse, comme si je caressais celle-ci, jusqu'à ce que ma main ouverte vienne prendre contact avec la nuque du chien, que je masse amicalement. Ce faisant, j'ai évité de me baisser vers le chien, je suis au contraire descendu sur mes genoux. Oui, mais pourquoi? Là aussi, longue histoire qui nous oblige à remonter très loin, en commençant par expliquer à ceux d'entre vous qui ne le savent pas déjà ce qu'on appelle la proxémie. Qu'est-ce que la proxémie? On observe que tout être vivant, nous y compris, se sent physiquement agressé, non pas au moment où on le touche, mais nettement avant. Tout se passe comme si pour l'être vivant, son enveloppe charnelle n'était pas délimitée par sa peau, mais par un volume commençant nettement avant cette peau. On sait que cet espace privé prend la forme d'un ovale chez les mammifères, un ovale un peu déformé, plus long vers l'avant que vers l'arrière. Les dimensions de cet espace varient avec les espèces, on s'en serait douté, mais aussi selon les individus, avec des caractéristiques communes liées à la race, mais aussi à l'éducation, aux habitudes. Par exemple, pour ce qui concerne l'espèce humaine, on sait qu'en général, les Anglais ont un espace de proxémie nettement plus important que les Méditerranéens. Pour les animaux, tant qu'on n'entre pas dans l'espace de proxémie du chien ou du chat, il ne se passe rien. Si l'on y entre, en général, l'animal s'écarte s'il le peut. S'il ne le peut pas, s'il est attaché ou enfermé, il peut se sentir agressé, menacé, et il montrera des réactions de défense pouvant aller jusqu'à l'attaque. La zone d'enfermement peut d'ailleurs être beaucoup plus grande que celle de la proxémie. Peu importe, le point clé est que le chien ait le sentiment de ne pas pouvoir fuir. C'est ce phénomène qui est utilisé chez les chiens de garde. Les réactions liées à la proxémie sont utilisées, consciemment ou non, par tous les dresseurs et éducateurs. C'est ainsi que l'on fait évoluer un groupe d'étalons, ou des fauves, sur une piste de cirque. Le toiletteur doit bien comprendre cette notion. Il finira par toucher le chien, et donc il lui faut entrer dans l'espace de proxémie de son partenaire. Entreprendre le contact avec un chien sans tenir compte de cette notion de proxémie, et sans avoir étudié comment la contourner, c'est courir au-devant de sérieuses difficultés. Dans la nature, ce moment de prise de contact pourrait se révéler assez délicat et prendre plus ou moins de temps, on le devine. Mais en toilettage, nous disposons d'un formidable raccourci, pour peu que nous apprenions comment nous en servir. Si nous cherchons à atteindre directement la nuque du chien, nous courons de sérieux risques de susciter une défense. Ce serait pire encore si nous prétendions atteindre, sans autre préambule, la zone du ventre sous prétexte de porter le chien. En revanche,
Si nous descendons notre main libre le long de la laisse de toilettage maintenue tendue, le chien sent parfaitement cette main qui entre dans son espace proxémique par un passage qu'il accepte et qu'il peut supporter. Entrer dans l'espace proxémique d'un chien en passant par le chemin de la laisse, c'est un peu comme d'entrer dans le vôtre en vous serrant la main. Le passage par les mains est une entrée proxémique que vous pouvez supporter. Imaginez ce que vous ressentiriez si un inconnu venait sans préavis vous frotter le ventre ou n'importe quelle autre partie de votre organisme. C'est exactement ce que vous faites au chien quand vous ne passez pas par sa laisse. Vous comprenez aussi pourquoi une telle entrée nécessite que le chien soit tenu par un collier. Ne pas se pencher par-dessus le chien, et au contraire descendre sur les genoux, est au moins aussi essentiel. Voyons pourquoi. Vous êtes parmi la foule. Soudain, vous êtes envahi par un sentiment de gêne, vous ressentez presque comme une agression. Vous vous retournez et vous accrochez parmi la foule le regard d'une personne qui était précisément en train de vous regarder. Incontestablement, quelque chose en vous a ressenti le poids de ce regard posé sur vous. Or, il faut vous persuader que si vous êtes ainsi sensible au regard d'autrui, le chien, beaucoup moins éloigné de la nature que nous, l'est 100 fois plus, peut-être 1000 fois plus. S'il vous prenait fantaisie de douter de cette évidence, faites-en l'expérience. Regardez fixement un chien, le vôtre ou un autre. Très rapidement, vous allez constater une gêne chez le chien, qui peut même dans certains cas vous manifester de manière assez évidente qu'il se sent agressé. Tous les dresseurs savent d'ailleurs cela, qui évitent en général de regarder fixement les animaux qu'ils travaillent, regardant dans leur direction mais au-delà. C'est ce que l'on appelle pratiquer le regard doux. Au contraire, si l'on recherche la confrontation ou la domination, nous regarderons fixement notre partenaire, c'est le regard dur. L'expérience montre que l'animal n'est pas seulement sensible au regard, il est sensible plus encore à cette force qui est en nous, que toutes les personnes qui pratiquent les arts martiaux d'origine orientale connaissent, et qui trouve sa source quelque part entre le plexus et le nombril. Quand nous nous penchons au-dessus d'un animal, nous projetons sur lui des ondes que nous ne ressentons plus depuis des millénaires sans doute, mais qui n'en sont pourtant pas moins réelles, et vivement ressenties par le monde animal. Si vous en doutiez, observez ce qui se passe quand vous vous penchez au-dessus d'un animal. Mais prenez garde tout de même. Si la plupart se contentent d'exprimer crainte ou volonté d'esquive, certains moins facilement dominés pourraient même aller jusqu'à se montrer agressifs. Pour nous, nous éviterons de déclencher ce genre de réflexe d'autodéfense, et nous irons chercher la nuque de nos chiens en descendant sur nos genoux, ce qui aura d'ailleurs l'avantage de ménager les muscles de notre dos, ce point de grande fragilité de tous les toiletteurs. Je ne peux d'ailleurs, à cette étape de notre conversation, m'empêcher un petit détour par une remarque sur ce que j'aurais tendance à nommer la bonne position du professionnel canin. Essayez et vous le constaterez. Allez vers un animal en vous tenant droit, voire le ventre même un peu sorti. En général, vous serez immédiatement plutôt bien accepté. Au contraire, tentez la même approche, le ventre rentré, un peu voûté sur vous-même et les épaules en avant. Dans bien des cas, vous allez déclencher un réflexe de fuite ou de défense. Cela fait des années que j'observe des élèves approcher des animaux, et c'est une observation que j'ai 1000 fois faite. Les personnes qui se tiennent en position ouverte, le dos bien droit, le ventre presque un peu en avant, ont un contact avec les animaux beaucoup plus facile que celles qui se tiennent en position fermée. Petite parenthèse pour finir cette digression, cette position a l'avantage de ménager nos muscles lombaires. Or le dos, voilà bien notre point faible. Je ne connais pas de toiletteur qui n'ait eu tôt ou tard au moins un petit peu approché ce supplice particulier qui est le mal de dos. Quand ce sera votre tour, ne croyez surtout pas les ânes qui vous parleront vertèbres, scoliose ou que sais-je. Vous aurez mal au dos parce que vous en aurez fatigué les muscles, ou plus juste encore, parce que vous n'aurez pas su les ménager. Apprenez donc le plus tôt possible à entrer dans ce que j'appelle le cercle vertueux de la position correcte. Travaillez le dos droit et vous gagnerez plus facilement la confiance de vos clients, celle des animaux qu'on vous confie, mais tout autant vous allez le découvrir, celle de leurs propriétaires.
Travaillez le dos droit et par la même occasion, vous éloignerez de votre avenir professionnel ce spectre que constitue une dorsalgie bien installée. Temps numéro 3, massez un peu la nuque avec la main libre. Comment? La laisse toujours tenue au contact, la main libre vient masser la nuque du chien. Point clé à observer. Il est important de garder un contact suffisant avec la laisse, et pour cela, il faudra l'avoir raccourcie tout au long de la descente sur les genoux. Ce contact contrôle vous permet de redonner une petite traction si nécessaire, et surtout de prévenir toute défense. Le massage de la nuque doit absolument se faire main ouverte, c'est-à-dire l'angle pouce-index orienté vers le chien, et jamais main fermée, c'est-à-dire le petit doigt orienté vers le chien. Pourquoi? La main ouverte, la position que prend votre main pour serrer celle d'une autre personne, rassure le chien et lui fait éprouver un sentiment d'empathie pour vous. Au contraire, la main fermée est nettement ressentie comme une menace. Si vous en doutiez, je vous invite à en faire l'expérience. Vous n'obtiendrez jamais la confiance d'un chien que vous caressez à l'envers, c'est-à-dire l'angle pouce-index tourné vers la tête du chien et non vers l'arrière. Ce léger massage de la nuque, nous n'allons pas y passer 2 heures, poursuit plusieurs buts. Le premier, vous vous en souvenez, c'est de signifier au chien que vous savez parler un langage qu'il comprend. Rien ne peut en cette circonstance lui être plus agréable. Le massage de la nuque a un autre intérêt. Il vous permet de vous rendre compte du degré de confiance que vous pourrez accorder à votre partenaire. Certains se laisseront caresser sans la moindre opposition. D'autres, au contraire, tenteront une défense plus ou moins vive. Naturellement, vous ne risquez en aucune façon d'être mordu, puisque vous avez prudemment raccourci la laisse pour conserver un contact que vous mettrez à profit si nécessaire. Si le chien refuse assez nettement le contact, vous pouvez vous contenter d'un simple effleurement sans insister. Mais s'il le refuse de manière excessive ou violente, et si vous débutez dans ce métier, un bon conseil, rendez le chien à son maître. C'est la solution de la sagesse si vous voulez écarter de sérieux risques, pour le chien d'abord, qui peut se blesser en se défendant trop violemment pendant le toilettage, pour vous-même ensuite, cela tombe sous le sens. Remarque, si vous êtes éducateur ou pensionneur et que vous ne nourrissez aucune curiosité, fût-elle professionnelle, vous pouvez arrêter ici la lecture de ce chapitre. Redressez-vous et normalement le chien conquis vous suivra de bon cœur. Mais si ce n'est pas le cas, ou si vous voulez en savoir plus, continuons ensemble. C'est en tout cas ce que nous ferons lors de notre prochain entretien. Merci de votre attention et à bientôt.